Ils sont des maîtres dans leur domaine, de magnifiques scientifiques avec une mission inhabituelle. Chercher la vie intelligente dans l'espace. La recherche de civilisations extraterrestres représente une tentative de capter des signaux provenant de planètes entourant des étoiles éloignées de la Terre et de les transformer en formes semblables à des émissions radio ou télévisées. S'il existe vraiment une vie intelligente dans l'univers, sa découverte nous permettra de comprendre plus profondément l'univers et, peut-être, de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans cet espace infini. Dans la première partie de notre récit, nous nous transportons à Hat Creek, Californie. Au-dessus du désert de la Sierra Nevada, le soleil se lèvera bientôt, et Rick Foster, membre d'un groupe élite de scientifiques engagés dans la recherche de l'intelligence extraterrestre, s'est levé très tôt. Aujourd'hui, un nouvel équipement lui sera livré, une antenne parabolique d'un diamètre de 6 mètres. Rick vit dans le nord de la Californie, loin des villes et des couloirs aériens. Et chaque matin, dans son vieux pick-up, il se dirige vers la station d'écoute où des signaux provenant de l'espace sont captés. Le groupe auquel appartient Rick est connu sous le nom de SETI. Il mène des recherches inhabituelles visant à trouver des civilisations extraterrestres. Rick explique : nous cherchons quelque chose de semblable à des ondes radio venant de l'espace, et probablement dirigées vers nous. Nous recherchons une civilisation intelligente, avec une technologie capable d'émettre de telles ondes radio, celles qui essaient d'entrer en contact avec nous. Les scientifiques cherchent un signal qui pourrait provenir de représentants d'une civilisation extraterrestre hautement développée. Parfois, il faut 1 mois pour entendre quelque chose qui mérite de l'attention. Lorsque cela se produit, les ordinateurs de suivi émettent un signal qui doit se démarquer du bruit ambiant. Ce signal est très différent des autres bruits et tout le reste est considérablement plus faible que lui. Il ressemble beaucoup à ce qu'ils s'attendent à entendre, mais malheureusement, il ne passe pas le test. La fréquence du signal se situe dans une gamme d'ondes où les interférences des satellites sont trop fortes et ce n'est pas un message d'une civilisation extraterrestre. Mais où se cachent donc les extraterrestres, Ou peut-être que leurs recherches sont une entreprise vaine. Peut-être que l'équipement électronique n'est pas encore assez sensible pour détecter le signal. Pour répondre à ces questions, Rick Foster et ses collègues construisent l'oreille la plus sensible, le radiotélescope universel Allen. À l'emplacement de l'ancienne antenne, des centaines d'instruments seront installés dans quelques années, à l'écoute de l'espace. Après des années de recherche qui n'ont pas donné de résultats, les scientifiques attendent avec impatience le succès. Selon les plans des chercheurs, le télescope sera composé de 350 antennes, reliées entre elles. Un super ordinateur sélectionnera le flux de données parmi une multitude de signaux entrants, qui seront ensuite analysés par les scientifiques. L'écoute globale de l'espace commence. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de signaux définis provenant d'êtres intelligents, mais le réseau n'avait jamais auparavant son propre équipement capable de fonctionner 24 heures sur 24. Cet appareil leur permettra d'écouter l'espace en continu, et de nouvelles recherches dans les 50 prochaines années répondront à la question de savoir si nous sommes seuls. Frank Drake, astronome qui a été le premier à entreprendre des recherches scientifiquement fondées sur l'intelligence extraterrestre, est devenu une légende dans ce domaine. En 1960, la recherche d'extraterrestres était un sujet de bandes dessinées et de romans bon marché, mais Drake y a vu une chance d'élargir les horizons de l'humanité. Il a fait les premières tentatives pour établir un contact avec des habitants potentiels d'étoiles lointaines. Nos recherches étaient concentrées sur les 2 étoiles les plus proches. Pendant 2 mois, nous avons mené une étude à l'aide d'un récepteur monocanal réglé sur la fréquence des oscillations de l'atome d'hydrogène, mais nous n'avons détecté aucun signal provenant de ces 2 étoiles, se souvient-il. Malgré cet échec, Drake a insufflé la vie à une nouvelle branche de la science et a acquis des disciples à travers le monde. En 1977, un signal a été capté à Arecibo et l'ordinateur a produit une combinaison mystérieuse de chiffres, qui est devenu connu sous le nom de signal WOW. L'astronome Jerry Eichmann, plein d'admiration, a noté sur l'impression de l'ordinateur le mot WOW lorsqu'il a enregistré le signal mystérieux en 1977. Cependant, seulement 27 secondes plus tard, ce signal a disparu soudainement et les astronomes ont désespérément essayé de le retrouver, mais en vain.
À ce jour, il reste un mystère d'où ce signal provenait exactement. Il est difficile d'imaginer la puissance des antennes paraboliques. Même si l'on parle à voix basse à une distance de 20 mètres, on aura l'impression de parler directement à l'oreille. Un microphone à cette distance ne pourra pas distinguer si je parlais à l'antenne ou directement à lui. C'est ainsi que nous cherchons des civilisations extraterrestres. À Johannesburg, en Afrique du Sud, une équipe de spécialistes du réseau USIC travaille, qui reste inconnue du grand public. C'est une équipe internationale avec des biographies et des expériences professionnelles inhabituelles, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la science traditionnelle. Le docteur Kent Callers, physicien et consultant de la NASA, est l'un des spécialistes les plus demandés dans ce domaine. Il a inspiré le personnage du scientifique aveugle, le docteur Clark, dans le film Contact. Malgré sa cécité congénitale, Kent compense ce handicap par son talent et sa force de volonté. Callers se spécialise dans les algorithmes et les formules mathématiques conçues pour ordonner le chaos de l'univers. Il a développé des méthodes qui permettent d'accélérer considérablement la recherche de signaux extraterrestres. Grâce aux ordinateurs, le travail est devenu des centaines de fois plus rapide que jamais. En 50 ans, au lieu de plusieurs centaines d'étoiles, les scientifiques pourront explorer une galaxie entière. En tant que physicien aveugle, Kent passe beaucoup de temps à visualiser ce qui se passe, car sans une compréhension complète de la situation, il est impossible au cavagien de savoir si la solution d'une équation a du sens. La physique doit aider à aller au-delà de nos sens et à voir à la fois le plus grand et le plus petit. Dans sa vie quotidienne, Kent a besoin d'aide. Son ordinateur transforme la voix en formules et les imprime en braille, tandis qu'une horloge à couvercle relevable l'aide à s'orienter. Peut-être que ces évaluations d'experts sont recherchées, car il développe de nouvelles façons de comprendre le monde invisible chaque jour. Comme ses collègues en Californie, les scientifiques à Johannesburg prévoient de créer un gigantesque télescope SK qui pourra explorer l'univers jusqu'à ses recoins les plus éloignés. Kent Callers participe à l'un des premiers débriefings où il est discuté que le télescope est destiné à découvrir des numéros inconnus. Les scientifiques soupçonnent que la chance les trouvera ici, révélant à l'humanité non pas les choses déjà connues, mais celles qu'aucun terrien ne peut imaginer. Le système SKA fonctionnera plus rapidement que tous ses prédécesseurs, en se réglant sur des plages de fréquences utilisées par les récepteurs du réseau. Les signaux peuvent être très faibles, et ils devront être amplifiés pour être mesurés. Il est possible de créer un nouvel algorithme qui permettra de traiter toutes les données radioastronomiques simplement en regardant l'écran, et ainsi de distinguer un signal d'origine extraterrestre. Dans l'exploration de l'univers, Kent n'a pas d'égal. 4 à 5 000 antennes radio forment une gigantesque spirale traversant plusieurs pays. Les gouvernements de 17 États ont convenu de financer la construction de cette installation à hauteur d'1,5 milliard d'euros. Après une sélection rigoureuse, seules l'Afrique du Sud et l'Australie sont restées, toutes deux disposant de territoires désertiques suffisants pour installer cet appareil gigantesque. La surface des éléments récepteurs de l'appareil ne peut être comparée à aucun télescope connu. La construction convient à toutes les recherches astronomiques. En réalité, la plupart des astronomes sont convaincus qu'il existe des trillions de planètes similaires à la Terre et qu'il doit y avoir de la vie sur l'une d'elles. Pendant des siècles, les gens ont observé les étoiles avec admiration. Les scientifiques se sont interrogés sur la possibilité de la vie sur ces étoiles. Beaucoup d'entre eux ont été condamnés à mort pour leurs idées révolutionnaires. Dans l'Antiquité, le philosophe grec Démocrite a émis l'hypothèse que les points lumineux dans le ciel représentent des monstres probablement lointains. Il croyait que certains d'entre eux étaient peuplés d'êtres vivants. Une telle supposition a choqué ses contemporains. Il pensait que les étoiles tournaient autour de la Terre. Seuls quelques astronomes en sont venus à la conclusion que les étoiles pourraient être d'autres soleils, avec des êtres raisonnables. Il croyait en un univers infini, rempli de nombreux soleils et étoiles. Cependant, les représentants de l'Église catholique avaient un avis différent. Rome, Italie. Au Vatican, les réflexions sur la création du monde n'étaient pas approuvées. Ceux qui osaient s'écarter de la position officielle de l'Église étaient sévèrement punis.
L'Inquisition a proposé à Giordano Bruno de renoncer à ses idées, mais il n'a pas cédé. En 1600, sur la place Campo de Fiori à Rome, Giordano Bruno a été brûlé publiquement sur le bûcher. Il est encore considéré comme un martyr de la science dans le monde entier. Ce n'est que 400 ans plus tard que le Conseil pontifical de la culture a reconnu l'exécution comme injuste, mais cela ne peut pas être considéré comme une réhabilitation complète. Gaïa, Consalmagna et jésuite. Giordano Bruno écrivait sur d'autres univers et a été brûlé sur le bûcher. C'est pourquoi les gens en concluent qu'un événement a causé l'autre. En réalité, l'Église a toujours soutenu l'idée de la pluralité des univers. Saint Thomas d'Aquin en parlait. En 1277, l'évêque a déclaré que quiconque contestait le concept de plusieurs univers niait également le pouvoir même du Seigneur. Cela prouve que le bûcher de Giordano Bruno n'avait rien à voir avec la science. Il était simplement un homme étrange et obsédé avec un ensemble d'idées théologiques provocantes. Le château de Gandolfo, résidence d'été du pape. Depuis Bruno, beaucoup de choses ont changé au Vatican. Aujourd'hui, la Sainte Église a engagé plusieurs astronomes pour étudier l'univers dans l'intérêt de l'Église. Frère Guy Consalmagna étudie l'astronomie à Boston. Il explore l'univers par mission du Vatican et publie des travaux sur la recherche de civilisations extraterrestres. Pour nous, il existe une question importante. Faut-il baptiser les extraterrestres? Seulement s'ils le demandent. Guy est jésuite. Ses opinions se situent à la frontière de la foi et de la science. Il réfléchit même à des questions provocatrices comme qui devrait convertir qui à sa foi, et si nous devrions entrer en contact avec des extraterrestres, et si ces créatures se nourrissent de méthane, et que les aspergères d'eau pourraient les anéantir. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un tel baptême. D'un autre côté, dans notre Église, il existe le concept d'ange et de diable. Il est tout à fait évident qu'ils ont leur propre conception du salut de l'âme. Personne ne penserait d'aller baptiser un ange. Il me semble que ces êtres, s'ils existent vraiment, ont leur propre relation avec Dieu. En plus des 2 observatoires dans la résidence d'été du pape, il y a aussi un laboratoire pour analyser des échantillons de météorites tombés. Ici, le frère Consalmagna étudie les météorites au microscope à la recherche de traces de vie extraterrestre. L'astronomie est la seule science laïque à laquelle participe le Vatican. Quand tu commences à comprendre la nature et la structure de l'univers, tu trouves en toi une parcelle de Dieu. Tu commences à réaliser comment il voulait voir ce monde. Il existe de nombreuses théories sur la façon dont les planètes ont été créées, et ce n'est qu'en trouvant la seule et unique bonne option, et en comprenant comment tout cela s'est réellement passé, que nous commençons à agir comme Dieu. Pour certains, c'est la création divine, pour d'autres, un phénomène astronomique, des fragments de météorites tombant de temps en temps sur Terre depuis l'espace. Guy Consalmagna est le gardien de l'une des plus grandes collections de météorites au monde. Plus de 1000 échantillons de roches météoritiques sont rassemblés au premier étage du Palazzo Castel Gandolfo. Les personnes exécutées au Moyen-Âge au nom de la Sainte Inquisition seraient stupéfaites par l'ouverture de l'Église envers les extraterrestres. La science est longtemps restée sceptique quant à l'existence de la vie extraterrestre. Et ce n'est qu'au XVIe siècle qu'une sorte de dégel a commencé. Dans les années 1960, les discussions sur la vie intelligente dans l'espace sont devenues la norme, alors que 10 ans auparavant, cela était considéré comme quelque chose d'inapproprié. Aux États-Unis, la fièvre extraterrestre a envahi le pays, et même les politiciens ont commencé à s'intéresser activement à la recherche d'êtres extraterrestres intelligents. Le gouvernement a alloué des fonds considérables pour la recherche. En 1963, un radiotélescope nommé Arecibo, d'un diamètre de 300 mètres, a été installé à Porto Rico, situé dans une vallée montagneuse. Grâce à cet super instrument, la recherche de signaux d'autres civilisations a pris un nouveau sens. Les partisans de cette idée attendaient des nouvelles chaque seconde, mais les capteurs sensibles d'Arecibo n'ont détecté rien d'autre que du bruit cosmique. Après plusieurs années de silence, la déception a envahi tous les participants du projet, et les investisseurs ont commencé à douter de la pertinence de poursuivre les recherches. Le seul message de l'univers était « Il n'y a personne ici, vous êtes seul ». Le docteur Seth Shostak, astronome, déclare « Notre galaxie est composée de milliards de systèmes solaires.
Si chaque étoile était représentée par un grain de sable, on pourrait remplir un camion avec. Et le nombre de grains de sable que nous avons pu explorer tiendrait dans votre paume. Nous venons à peine de commencer à étudier notre propre galaxie. Je ne suis pas surpris que nous n'ayons encore trouvé personne. Il est évident qu'à ce rythme, cela prendra une éternité. Des milliers d'années à tamiser le sable, si vous voulez trouver quelque chose. Mais heureusement, nos recherches prennent de l'ampleur. Je pense que cela ne durera pas si longtemps. San Francisco, Californie. Dans l'émission Solos des cieux, le Dr Shostak partage ses réflexions sur le nouveau télescope et sur la façon dont cet outil accélérera la recherche de signaux extraterrestres. Personnellement, peu m'importe si nous découvrons des extraterrestres dans 500 ans. J'espère que nous pourrons les trouver dans les 2 prochaines décennies, tant que je suis encore en vie sur cette planète. Au sud de San Francisco se trouve l'une des régions les plus riches des États-Unis, la Silicon Valley, où de nombreuses entreprises informatiques sont établies. Seth Shostak et ses collègues du groupe de recherche SETI se sont également installés ici. Les gens de la Silicon Valley sont obsédés par des idées inhabituelles et disposent des ressources financières pour investir des millions dans des projets, comme ceux du SETI. Il est difficile de croire qu'il y a seulement 30 à 40 ans, ce territoire était des terres agricoles où l'on cultivait des fruits. Seth travaille comme astronome à l'Institut SETI à Mountain View, un centre de recherche indépendant dont l'objectif est d'étudier l'origine de la vie dans l'univers. L'Institut emploie environ 100 scientifiques qui étudient le développement de la vie dans l'espace. Leur tâche principale est l'installation d'un gigantesque radiotélescope dans le nord de la Californie. Le financement du projet est devenu le plus grand problème pour Seth et ses collègues. Pendant 15 ans, le projet SETI a fait partie du programme de la NASA et tous les départements du SETI dans le pays étaient financés par cette agence. Ce n'était pas trop coûteux. Même les plus grandes dépenses ne représentaient qu'1 millième du budget de la NASA. Cependant, en 1993, cela a pris fin. Les illusions se sont dissipées et les membres du Congrès des États-Unis ont commencé à se poser des questions sur la pertinence des projets du SETI. Ils ont réduit le budget de la NASA alloué au projet de la réseau et ont conclu qu'en 30 ans, aucun martien n'avait été découvert. William Proxmire a commencé à s'opposer aux recherches, les considérant comme inutiles. Il a décerné à la réseau le prix La Toison d'Or, une récompense attribuée aux plus grands gaspilleurs de la nation. En réponse, les scientifiques ont organisé leur propre campagne pour restaurer leur réputation. Cependant, en 1993, la branche de la réseau à la NASA a été fermée. Jill Tator, la première dame du centre de recherche de la réseau, a été incluse en 2004 dans la liste des 100 personnalités les plus significatives de l'histoire selon le magazine Times. Dans le film Contact, son rôle a été interprété par Jodie Foster. Néanmoins, en 1993, Tator s'est vu refuser un financement en tant que chercheuse de la réseau. Elle a ressenti le besoin de retrousser ses manches et de devenir indépendante. Avec ses collègues, ils se sont réunis dans une salle de négociation et ont commencé à étudier des livres sur comment gagner de l'argent. Dans chacun d'eux, ils ne trouvaient qu'un seul chapitre consacré à la manière de quémander de grosses sommes. Ils avaient urgemment besoin de fonds et se sont concentrés sur des investisseurs à fort potentiel. Des millions ont été dépensés pour construire une installation de capture sur des pierres volcaniques dans le désert de la Sierra Nevada. La majeure partie du projet du télescope Allen a été financée par l'un des fondateurs de Microsoft, Paul Allen, qui a payé 25 millions de dollars juste pour que l'antenne et l'installation portent son nom. Le télescope devait être construit en quelques années. On pouvait y voir les noms d'Elliott Gillom et de Dan Glasgow, 2 jeunes ingénieurs de Microsoft qui trouvaient la technologie fantastique. Ils ont investi leur propre argent et ont obtenu une subvention de Microsoft pour leur contribution philanthropique. Ils étaient maintenant propriétaires de ce télescope et profitaient de l'observation à travers une webcam, aidant parfois avec le logiciel. Il y avait une possibilité pour quiconque le souhaitait d'acquérir l'un de ces télescopes et d'immortaliser son nom pour 100 000 $. Bien que la somme semblait énorme, pour un radiotélescope, c'était une petite somme. Maintenant, l'action se déplace dans la semi-désert de Karoo en Afrique du Sud, où le chant des criquets se fait entendre et il n'y a ni personne ni station de radio aux alentours.
C'est l'endroit idéal pour rechercher des signaux radio de l'espace, car il n'y aura pas d'interférence des signaux radioterrestres. La tâche de Kent Callers était de trouver un emplacement approprié pour le nouveau télescope dans le cadre du projet ESKEA, financé par l'Union européenne. Les astronomes ont été confrontés à un choix difficile concernant l'emplacement du nouveau télescope, mais la tâche encore plus complexe a été de décider quelles parmi les milliards d'étoiles dans le ciel les antennes du réseau devraient écouter. Étant donné que les radiotélescopes ne peuvent écouter qu'une seule étoile à la fois, la réponse à la question « laquelle ?» déterminait le succès de l'ensemble du programme de recherche. À l'observatoire Lick en Californie, l'astronome Lawrence Doyle a passé de nombreuses nuits blanches à réfléchir à cette question. Il utilisait les heures nocturnes pour ses recherches, travaillant pendant que les autres se reposaient. Pour déterminer où vivent nos voisins cosmiques, il s'est consacré à la chasse aux exoplanètes, des planètes en dehors de notre système solaire. Ces corps célestes sont si éloignés de la Terre qu'ils sont à peine discernables, même dans les télescopes des plus grands observatoires. Pendant de nombreuses années, les astronomes n'ont rien su de ces planètes, se contentant de supposer leur existence, mais personne ne les avait vues. En 1995, Michael Mayor et son collègue Didier Queloz ont découvert la première exoplanète, qui s'est révélée être géante. Cependant, Lawrence Doyle recherchait d'autres objets, de petites planètes semblables à la Terre, qui étaient très difficiles à trouver. Le docteur Lawrence Doyle souligne: la découverte d'exoplanètes est très importante pour le programme du réseau. Grâce à elle, nous voulons fournir aux scientifiques des échantillons de signal fiables qu'ils doivent rechercher. Autant que nous le savons, d'autres planètes abritent également la vie. Si nous pouvons trouver une planète de la taille et de la distance appropriée de son Soleil, nous pourrons capter des échantillons de signal parfaitement précis. Dans leur quête de civilisation extraterrestre, les astronomes sont confrontés à d'énormes difficultés. Découvrir de nouvelles planètes est extrêmement compliqué, car elles sont trop petites et obscurcies par rapport aux étoiles. Une étoile peut émettre une lumière équivalente à l'explosion d'1 million de bombes atomiques, tandis que les planètes ne font que réfléchir la lumière de ces étoiles. Pour détecter ces corps célestes sombres, les astronomes doivent faire preuve d'ingéniosité. À ce jour, le chercheur mesure la luminosité de l'étoile capturée sur la photographie. En général, ils enregistrent jusqu'à 50 000 étoiles simultanément, puis comparent comment la luminosité varie d'une image à l'autre. Cela permet de construire une courbe de variation de la luminosité. Lors d'une des observations, la luminosité d'une étoile a changé, et les astronomes soupçonnent que cela est dû à une planète cachant l'étoile. En passant sur son orbite, la planète projette une ombre sur la Terre. Cette méthode d'étude du mouvement est devenue un procédé favori des astronomes pour détecter les exoplanètes. Bien que les planètes restent invisibles au télescope, le changement de luminosité d'une étoile indique leur présence. Sur la base des données obtenues, les scientifiques peuvent calculer la taille de la planète et même la composition chimique de son atmosphère. En 2007, une équipe de chercheurs européens a découvert la première planète semblable à la Terre, Gliese 581c. Cette découverte a été une sensation pour les astronomes et un espoir pour les chercheurs. Désormais, les spécialistes ont pu supposer que des planètes similaires à la Terre ne sont pas une rareté. La planète découverte se trouve suffisamment loin de son étoile, ce qui rend la probabilité d'un climat tempéré sur celle-ci tout à fait réelle. Cependant, la question de la présence de la vie sur cette planète reste ouverte. Le docteur Paul Schuch, directeur exécutif du mouvement public SETI, souligne l'importance des signaux radio dans la recherche de la vie extraterrestre. Le SETI est la plus grande organisation au monde consacrée à ce sujet. Il affirme que si nous vivons réellement dans un univers rempli de vie, on peut supposer que quelques civilisations sont suffisamment avancées pour envoyer des signaux radio. Sur Terre, selon lui, nous avons développé des technologies permettant de recevoir des signaux d'autres planètes. Sa parabole est orientée vers le ciel, mais ce n'est pas pour la télévision. Paul cherche des preuves de l'existence d'êtres extraterrestres en écoutant les micro-ondes provenant de l'espace. Le projet SETI était autrefois financé par la NASA et il était prévu de mener des recherches pendant 10 ans. Cependant, 1 an plus tard, le Congrès a arrêté le financement, ce qui, selon Schuch, confirme l'absence d'êtres intelligents à Washington.
Paul Schuch, incarnation du scepticisme à l'égard des organisations gouvernementales, a créé la première antenne satellite commerciale dans les années 60. L'argent provenant de son brevet a été utilisé pour réaliser son rêve, et il a construit sa propre station SETI près de chez lui, l'appelant « Ma petite antenne ». En raison d'un conflit avec ses voisins, il a dû planter des arbres pour cacher l'antenne des regards indiscrets. 3 mois par an, l'antenne est ensevelie sous la neige et n'est pas utilisée. Mais maintenant que la neige commence à fondre, Paul peut procéder au nettoyage de printemps. Il note que les frelons ont élu domicile à cet endroit pour leur nid, et c'est le moment idéal pour s'en débarrasser, tant qu'ils dorment encore. Paul admire la beauté de la nature environnante et s'efforce de prouver à ses collègues de la Silicon Valley que les projets de recherche de vie extraterrestre peuvent être réalisés sans aide financière des manias de l'informatique, en utilisant des astuces simples mais géniales. À la fin, tous les signaux aboutissent dans une boîte de café ordinaire. Paul a découvert par hasard que la boîte standard est parfaitement adaptée pour capter les micro-ondes des signaux qu'il recherche. Il a choisi la marque de café Chock Full of Nuts, car le nom de la marque, selon lui, reflète parfaitement l'essence de leur activité. À ce moment-là, un appel retentit. Un collègue d'Allemagne signale un signal suspect et demande l'aide de Paul. Peter Wright de Heidelberg vérifie si Paul voit le signal sur son équipement. Un instant, je capte quelque chose, dit-il en réglant les appareils. Oui, il y a un signal, et il est plutôt fort. Les membres de l'association amateur SETI utilisent Internet pour éviter des espoirs prématurés. Le télescope distingue facilement le signal et les interférences, mais lorsque le signal est tenté d'être entendu à l'autre bout du globe, des erreurs sont possibles. Il est assez fort. Je pense même qu'il est trop fort. C'est une interférence provenant d'un satellite. Pas de la Terre, mais pas non plus d'extraterrestres, note-t-il en continuant son travail. Mince, c'était palpitant. Juste 30 millisecondes. Au début, cela ressemblait vraiment à des extraterrestres, mais ce n'est qu'un satellite. Selon Wright, l'équipe reçoit de nombreux signaux perturbateurs provenant de satellites. Environ une fois tous les 2 mois, nous recevons au moins un signal prometteur, ajoute-t-il. C'est pourquoi il vérifie si un signal similaire a été capté à différents endroits de la Terre. C'est là que réside la force de notre Ligue du réseau. Lorsque des personnes aux 4 coins du monde travaillent ensemble, nous pouvons confirmer ou infirmer notre découverte. À Heidelberg, l'ingénieur radioprofesseur Peter Wright montre dans son jardin comment la recherche de signaux extraterrestres est accessible même aux personnes avec un budget limité. Écossais d'origine, il s'efforce d'inspirer le plus grand nombre possible de chercheurs amateurs. À première vue, cet équipement semble très cher. En réalité, le prix que nous payons est plus que raisonnable. Parfois, pour 25 €, vous pouvez acheter un appareil qui coûtait auparavant des milliers d'euros, explique-t-il. Wright aide volontiers les débutants à créer des stations d'écoute pour rechercher des extraterrestres, donnant des conseils sur les meilleurs récepteurs à utiliser et où trouver des programmes pour traiter les données. Pour entrer dans le monde du réseau, un amateur a besoin de peu plus que d'un savoir-faire technique et d'une énorme patience, ajoute-t-il. Les membres de la Ligue du réseau appellent dans le projet Argus leur plan Marshall en sciences, qu'il faut réaliser sans subvention gouvernementale. Vous installez une antenne parabolique dans votre jardin sur 3 briques et vous la dirigez vers le ciel. Cela ressemble à une gigantesque mangeoire pour oiseaux, dit Wright. Au milieu, nous intégrons un petit élément d'alimentation, qui n'est pas difficile à fabriquer soi-même, et un récepteur spécial ainsi que des logiciels peuvent être achetés. Cela vous coûtera entre 2 et 3 000 €, c'est très efficace, et quiconque le souhaite peut participer. Lors de la réunion annuelle de la Ligue amateur du réseau à Heidelberg, Wright partage les avantages de son installation d'écoute, tandis que les autres participants montrent leurs antennes faites maison et discutent de leurs découvertes et de leurs projets. La prochaine conférence va commencer. Entrez dans l'auditorium, invite-t-il. Près de 50 ans après le début des recherches SETI, les participants commencent à se demander ce que signifie leur quête. Ken Kylers, comme ses collègues, doute parfois d'être sur la bonne voie. Vais-je vivre jusqu'au jour où le contact sera établi ? Réfléchit-il. Les scientifiques sont convaincus que nous ne sommes pas un miracle de l'univers. On peut effectuer certains calculs pour se convaincre de cela.
Personnellement, je n'ai l'intention de convaincre personne de quoi que ce soit. Mais je ne passerai pas 25 ans de ma vie à chercher des signaux dont je ne suis pas sûr de l'existence, dit-il. Lorsque des visiteurs viennent en les voir, ils demandent souvent « Alors, avez-vous vu quelque chose d'intéressant récemment ?» Quelque chose que vous n'avez pas encore communiqué au public. Et Callers répond toujours « Non, rien pour l'instant. » Chaque participant au programme SETI, selon Rick Foster, aspire à vivre le moment où leur expérience sera couronnée de succès et où le contact avec une civilisation extraterrestre deviendra une réalité. Il partage ses réflexions. Ce serait dommage de prendre sa retraite, de mourir et de ne pas avoir vu le succès. Ce serait vraiment très frustrant. Cependant, comme il le reconnaît, cela pourrait arriver. Foster est convaincu que la découverte de la vie extraterrestre aura une immense importance pour l'humanité, touchant non seulement la science, mais aussi la culture, la technologie, la philosophie et les projets d'avenir. Nous ne vivons qu'une seule fois, et nous voulons passer notre vie à quelque chose que nous considérons comme important, dit-il. Pour lui et les autres participants au projet, la découverte d'une autre civilisation est la chose la plus importante qu'ils puissent faire. Il réfléchit également à la manière dont les gens perçoivent les extraterrestres intelligents. Beaucoup pensent que si l'on voit un extraterrestre intelligent dans l'obscurité, on peut le prendre pour un humain. Je ne sais pas. Foster souligne que la nature est très inventive et sa conception de l'intelligence réside dans la capacité de créer et de gérer quelque chose comme une station radio fonctionnant dans la plage interplanétaire. Je serais tout à fait satisfait si ce sont de petits hommes verts ou de grandes femmes bleues, ou quelque chose entre les deux. Pendant ce temps, sur le site de construction de l'installation d'antenne Allen, les ouvriers montent une nouvelle antenne. La construction de la station interplanétaire et l'écoute des signaux rendent la détection de signaux extraterrestres chaque jour de plus en plus probable. Cependant, Foster se demande quelles pourraient être les conséquences de cette découverte, à quel point que le contact avec des extraterrestres peut-il être dangereux. Il ne peut imaginer un cauchemar plus terrible que de faire face à ce que l'on appelle une technologie supérieure venue de l'espace. Existe-t-il de la vie sur d'autres planètes ou n'est-ce qu'une invention des scénaristes d'Hollywood? Les scientifiques, en étudiant la vision de l'avenir, explorent ce qui pourrait se cacher derrière la détection d'OVNI dans le Nevada. Un des astronomes se souvient « Nous avons vu un énorme disque gris occupant une superficie de 3 ou 4 pâtés de maison. » La recherche d'extraterrestres reste une zone d'ombre à la frontière de la science et de la science-fiction. Les astronomes élaborent déjà un scénario pour le jour où le contact aura lieu. Comment allons-nous communiquer avec eux ? Se demande un des chercheurs. Peut-être que connaître la langue des êtres marins intelligents aidera à créer une grammaire interplanétaire. Tout cela sera révélé dans le prochain épisode de Contact, dans l'espace.